Avec la précieuse collaboration d'Humanovis et de Technoculture Club, nous proposons 3 conversations afin de mieux comprendre les concepts derrière des mots qu'on entend souvent, les enjeux liés aux données, particulièrement les enjeux éthiques et tout le potentiel qu'elles peuvent offrir au secteur des OBNL. Alors, ce sont 3 rendez-vous. C'est le premier aujourd'hui. Avant de commencer, nous aimerions reconnaître la nature autochtone des nombreux territoires de l'île de la Tortue où nous travaillons et où nous résidons. Ces territoires constituent l'habitat de nombreux peuples autochtones qui ont vécu depuis des dizaines de milliers d'années et qui y vivent encore aujourd'hui. En tant que colons, immigrants et leurs descendants, et en tant que visiteurs, nous honorons et nous respectons les nombreux peuples autochtones de cette terre et de ce territoire, et nous espérons un avenir plus juste ensemble. Je donne maintenant la parole à Véro Mérangère, notre animatrice aux multiples chapeaux, vous allez voir. Véro, je te laisse te présenter. Merci Maëva. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Je me présente, Véro Marangère. Donc, je vais être votre animatrice aujourd'hui. Sinon, je suis artiste audiovisuelle, auxiliaire d'enseignement, auxiliaire de recherche aussi, chargée de conception pour le projet Technoculture Club, l'organisme Technoculture Club. Donc, pour faire ma courte bio, je suis présentement étudiante au cycle supérieur en musique numérique, musique et arts numériques à l'Université de Montréal. Je détiens aussi un baccalauréat en travail social, donc j'ai plusieurs années d'expérience comme travailleuse socio-communautaire en Outaouais, Belgique, Montréal. Donc, depuis peu, je me spécialise dans le milieu des arts numériques. Et j'ai travaillé notamment au Centre Eastern Bloc, Arsenal, art contemporain. Bref, aujourd'hui, ma pratique, elle s'inspire des technologies de l'information, de la coprésence, des communautés web. Donc, c'est pour ça que je travaille notamment à Technoculture Club avec Marie-Ève, d'ailleurs, que je vais vous présenter tantôt. Donc, voilà pour ma bio, que j'ai dû lire moi-même. Il faut que je lise ma propre bio, apparemment. Donc, je vais être votre animatrice aujourd'hui. Euh, Tout au long de la session, en fait, je vais garder un œil sur vos questions. Donc, vous pouvez les écrire dans le clavardage à tout moment et je tâcherai de les transmettre lors de la période de questions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une période de questions à la fin de chaque présentation de nos 3 panélistes. Donc, on vous demanderait de garder vos questions si vous voulez les poser à voix haute à ce moment-là. Et aussi, comme Maëva l'a mentionné, on vous demande de fermer les caméras et les micros pour pas trop déconcentrer nos expertes. Donc, aujourd'hui, comme Maëva l'a mentionné, c'est la première conférence d'une série de 3 événements sur les données. Nos expertes vont donc nous parler de données. Ce terme, ou plutôt cette réalité, en fait, de plus en plus présente dans nos vies, mais qui finalement, on va se rendre compte, en fait partie depuis beaucoup plus longtemps qu'on pense. Donc, Marie-Ève va mettre la table sur ce qu'on entend par la donnée et à quoi elles peuvent servir pour votre organisme. Ensuite, José va nous introduire au concept de maturité numérique et de compétences numériques dans vos secteurs pour finalement terminer avec un cas concret, c'est-à-dire la démarche d'Humanovis que nous présentera Marie-Claude. Donc, dans le même ordre et sans plus attendre, je vais maintenant vous introduire nos panélistes. Donc, Marie-Ève Blais, qui va ouvrir la session. Marie-Ève Blais, c'est qui ça? Allô, Marie-Ève? Allô? Marie-Ève est directrice exécutive à Technoculture Club et étudiante au HEC en analyse d'affaires, technologie de l'information. Anciennement libraire et cofondatrice de la librairie féministe Le Gélion, elle a co-dirigé 2 recueils de textes, Histoire mutine et a été et Cher. Oui, le recueil de textes Cher, et a été responsable du développement commercial aux éditions Mémoire d'Encrier. Au cours des dernières années, elle a pris conscience des écueils numériques existants dans le milieu culturel et des OBNL. Son parcours atypique, autant dans le milieu culturel, collectif, politique, que dans celui des technologies, l'a encouragé à réfléchir à l'importance de l'éducation, de la littératie et de la vulgarisation devant le monde infini qui est celui des données. Donc, merci d'être avec nous, Marie-Ève. Ensuite, on a José Baudouin. Bonjour, José.
Donc, Josée œuvre à l'adoption des usages du numérique depuis 25 ans, dans plusieurs domaines tels que l'éducation, la santé, les entreprises, les services publics, le développement des régions. Elle a initié et géré de grands projets pilotes au CEFRIO à titre de vice-présidente innovation et transfert, et c'est dans ce contexte qu'est née l'école en réseau en 2002. Une véritable innovation sociale, en fait, qu'elle a mise en place et gérée pendant de plusieurs années au CEFRIO. Pour Josée, la transformation numérique s'appuie à la fois sur le développement de compétences numériques, mais également le changement de processus de travail. Et c'est donc dans l'action, en fait, qu'on réussit ce type de transformation. Depuis le 1er juillet 2019, Josée a pris la direction de l'école en réseau, dont la mission est d'enrichir l'environnement éducatif des écoles au Québec et ailleurs dans le monde. Et ensuite, nous avons Marc-Claude Lagacé. Bonjour Marc-Claude. Donc, Marc-Claude est présidente et directrice générale du Manovis, comme j'ai dit tantôt, depuis septembre 2016. Professeur associé au département de communication sociale et publique de l'UQAM, Marc-Claude Lagacé détient une scolarité de doctorat de l'Université Laval, orientée vers la mobilisation des connaissances, ainsi qu'un MBA de l'École des sciences de la gestion. C'est sous sa direction qu'Humanovis, auparavant le CLIP, a effectué un important virage identitaire et numérique pour maximiser ses capacités de soutien de l'innovation sociale et son impact en contexte de transformation des rapports sociaux. C'est notamment l'expérience vécue dans le cadre de cette transformation numérique qu'elle viendra partager avec nous son expérience finalement au webinaire. Humanovis est un organisme québécois, en fait, dont la mission est d'initier et d'accompagner des projets porteurs d'innovation sociale afin d'en maximiser l'impact, renforcer les capacités d'intervention et faciliter l'action collective. Donc, voilà pour la présentation de nos expertes. On peut maintenant commencer, en fait, avec Marie-Ève qui va ouvrir le bal. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je vais normalement plus vous voir dans quelques secondes parce que je vais partir un PowerPoint. Donc, voilà. Non, je vous vois encore, c'est merveilleux. Donc, la question qui m'a été posée ou la demande qui m'a été faite par la Fondation Germont-Bombardier, c'est d'essayer de démystifier la donnée. Assurément, en 10 minutes, ça va être vraiment très de base. C'est possible que certaines personnes ici soient déjà au courant, connaissent déjà les informations que je vais partager. Mais voilà, si c'est le cas, ça sera un petit rafraîchissement. Si ce n'est pas le cas, eh bien, j'espère que ça va vous intéresser et vous donner envie d'en connaître davantage. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'une donnée? Qui est la première question qu'on peut se poser et la question que je vais vous poser ici. Et vous pouvez écrire rapidement des idées dans le chat si ça vous dit quelque chose. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples de ce qu'est une donnée dans votre organisation? Et je vous donne 30 secondes pour y aller, sinon, voilà, parfait. On a déjà des réponses, on a déjà des gens très engagés. Le nombre de participants, des coordonnées des membres, parfait. Des renseignements, exact. Oui, voilà. Vous avez, je pense que vous avez déjà une bonne idée de ce qu'est une donnée. Donc, plus concrètement et de manière un peu plus conceptuelle, une donnée, c'est un élément atomique qui est simple, donc un nombre, une date, un mot, un prix, et vos informations dans le contexte de BNL est beaucoup plus spécifique, mais il faut vraiment penser la donnée comme étant tout élément peut être une donnée ou presque. Voilà. Il faut faire la distinction assez importante entre qu'est-ce qu'une donnée et qu'est-ce qu'une information, en fait. Une donnée va souvent, comme je le disais, être très simple, tandis qu'une information, ça va être des données qu'on va rassembler ensemble et qu'on va contextualiser. Ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, une donnée serait le nom d'un employé, le nom d'une personne, dans un contexte de ressources humaines. Donc, l'information qu'on a, c'est que c'est un employé. Donc, l'idée d'aller chercher de l'information avec les données, c'est d'être capable de contextualiser les données qu'on a et de les transformer en information. D'où viennent les données maintenant? J'ai une autre question pour vous, parce que vous êtes très réactifs. D'après vous, où se retrouvent les données dans vos organisations? Là, j'attends patiemment les réponses dans le chat. Je vous donne encore une fois 30 secondes partout.
Vous avez bien compris le concept là, de la présentation. Parfait, partout. Donc, on va y aller comme ça. Les données peuvent se retrouver à plusieurs endroits. Je vais en citer quelques-uns. Système TI, serveur, parfait. Donc, la donnée peut être effectivement souvent, on va entendre données, base de données. C'est conceptuel, effectivement, il y a le mot données dans base de données. Mais on peut également les trouver dans des CRM et dans des logiciels. Donc, CRM, rapidement pour le concept, c'est un système de gestion client. Donc, ça peut être très utile pour avoir des statistiques, pour analyser justement les informations en lien avec les interactions clients. Des logiciels, souvent, ça va être utilisé pour des plus grandes organisations pour gérer les transactions et les processus. Je vais vous parler un peu plus tard des types de données, mais donc les logiciels, on peut en retrouver dans des entrepôts de données. Des entrepôts de données, c'est de la donnée qu'on va souvent prendre de nos bases de données, de nos CRM, puis on va les déplacer dans un entrepôt de données et les données vont être organisées de telle sorte qu'on puisse faire des analyses. Donc, c'est vraiment de la donnée qui a comme objectif l'analyse de ces données-là. Donc, qui sont généralement des données qui vont être historicisées. Donc, on va savoir à quel moment une donnée X a été prise et comme ça, on peut vraiment avoir une histoire de nos données. Dans des systèmes divers comme des caisses enregistreuses, des systèmes comptables, sur notre site Web. Notre site Web est une excellente source de données, puis une excellente source de données qui est même publique. Des documents, n'importe quel document que vous avez dans votre organisation, c'est de la donnée. Après ça, des courriels sont également de la donnée. Si certains CRM, par exemple, aussi vont faire même des suivis des interactions des courriels, puis c'est un élément qu'on peut analyser sur les dynamiques d'interaction. Et des classeurs. J'ai écrit classeurs juste pour qu'on considère aussi, comme Véro le soulignait tout à l'heure, des données peuvent aussi se retrouver sur des documents papier. Donc, tout ce que vous avez papier à l'intérieur de votre organisation est également de la donnée. Donc, voilà. Fait que, comme vous disiez dans les commentaires, je pense que ça a été la première intervention. En fait, on peut en retrouver partout, autant numériquement que de manière que sur des supports papier. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de numérisation qui peut se faire maintenant pour être capable d'analyser cette donnée-là avec des systèmes informatiques. Également, une petite idée, toute interaction aussi dans une organisation, toute relation crée également de la donnée. Donc ça, c'est un élément. Souvent, on a l'impression que la donnée va être statique, mais tout ce qui est une interaction crée de la donnée également. Bon, quelques concepts qui souvent sont qu'on entend beaucoup, mais qu'on a souvent tendance à ne pas comprendre de manière précise. Donc, si on repasse par-dessus, qu'est-ce que de la métadonnée? Il y a différents types de données. La métadonnée a comme objectif de décrire, de donner de l'information sur d'autres données. Donc, l'exemple qui est souvent donné, ça va être l'heure à laquelle a été envoyé un courriel ou l'adresse IP d'un expéditeur. Fait on va avoir tendance à analyser le contenu du courriel ou d'analyser à qui a été envoyé le courriel, mais là, on peut vraiment avoir de l'information plus spécifique qui va contextualiser, en fait, la donnée de contenu. Qu'est-ce qu'une donnée transactionnelle ou opérationnelle? C'est des données qui vont être créées par une transaction. Par exemple, vous allez à l'épicerie, tout ce qui est lié au prix, à la quantité sur une facture, tout ce qui est information qui se retrouve sur une facture et de la donnée transactionnelle opérationnelle. J'utilise l'exemple de la facture d'épicerie parce que l'épicerie est un lieu contextuel qui aide vraiment beaucoup à comprendre comment circule la donnée en général. Sinon, on a aussi des données non structurées. Donc, on parlait de contenu d'un courriel, donc on parlait de documents également. De plus en plus, aujourd'hui, on fait de l'analyse de textes, d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo. Quand avant, on analysait principalement une donnée qui était plus statique, si on peut dire. Donc, des données justement de clients qui se retrouvaient dans les bases de données, les données, les prix, les données sur les produits. Mais là, il y a des outils maintenant qui existent qui permettent de faire une analyse de la donnée non structurée. Donc des enregistrements, etc. Les mégadonnées, ce n'est pas spécifiquement un type de données, mais c'est un concept que je voulais revoir qui implique
une grande quantité de données. Donc, quand on entend mégadonnées, c'est une grande quantité de données. Puis, en général, on l'associe on l'associe en fait à la création d'algorithmes, à l'implantation de l'intelligence artificielle. Pour avoir des bons algorithmes, pour avoir des outils d'intelligence, des outils qui tentent de recueillir de l'information juste, il faut une grande quantité de données. C'est là que le big data ou la mégadonnée rentre en ligne de compte. Une petite note, la donnée peut également être invisible parce qu'on a tendance à se dire qu'on la voit. Ça peut être le fruit, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup d'interactions, mais le fruit de l'analyse, du tracking. Donc, on peut voir, par exemple, si vous passez 5 minutes ou 30 secondes ou 2 secondes sur un contenu en ligne, bien, on peut suivre ces interactions-là puis on peut les analyser. Voilà, c'était mon exemple. À quoi sert la donnée maintenant? Comment est-ce que vous utilisez la donnée dans vos organisations? J'ai aucune idée de combien de temps il me reste, Véro. Mon Dieu, Marie-Ève, j'étais trop hypnotisée par ta présentation. En fait, Marie-Ève, je te dirais 1 ou 2 minutes. OK, je vais aller vraiment très vite. OK, je vais passer la question, rendre des comptes, évaluer le succès d'une campagne, exactement. Donc, en vrac, je vous enverrai la présentation, vous aurez les notes. La donnée dans les organisations, elle peut servir, par exemple, à recueillir des informations plus justes sur un milieu d'action, donc de faire des statistiques, par exemple, sur les augmentations des loyers à Montréal, et que ça puisse être utile après ça, soit dans les médias, soit dans les stratégies d'action de l'organisation. Ça peut faciliter la promotion d'un événement en ayant des données qui sont plus précises sur les membres d'une organisation. Donc, les CRM sont très utiles souvent dans ce contexte-là. Faire de meilleures projections financières en s'intéressant aux informations passées, ce qui est le concept de base de la budgétisation puis des stratégies de budget dans beaucoup d'organisations. Donc, on regarde ce qu'on a fait avant, on prévoit pour l'année, puis on planifie. En résumé, c'est vraiment d'analyser un contexte passé pour prendre des meilleures décisions pour l'avenir. Donc, souvent, il y a des outils qui nous permettent de faire ça, que ce soit des tableaux de bord qui nous permettent de voir c'est quoi nos objectifs et de suivre nos objectifs, des algorithmes qui permettent d'analyser, de faciliter l'analyse, puis l'intelligence artificielle, naturellement, dans laquelle je ne rentrerai pas aujourd'hui en 10 minutes. Un mot sur la qualité, la diversité, la quantité de données qui sont des éléments vraiment, vraiment essentiels pour que quand vous recueillez de l'information. La qualité des données, il y aurait beaucoup de choses à en dire. Dans le PowerPoint, je vous aurais mis des notes. Vous pourrez aller voir parce que je n'aurai pas le temps de passer par-dessus. Mais c'est vraiment très important de réfléchir au concept de qualité des données. Je termine rapidement avec les enjeux de sécurité. Là, je dis plein de choses sur la donnée, c'est bien cool. Moi, je suis vraiment une fan de la donnée, puis j'aime ça. Mais ça peut être... il y a beaucoup d'éléments à considérer. Fait, il y a des questions qu'il faut se poser sur les enjeux de sécurité et de vie privée. Entre autres, c'est quoi les données personnelles auxquelles a accès l'organisation? C'est qui à l'interne qui a accès à ces données-là? Puis est-ce que c'est nécessaire que ces personnes-là y aient accès? Est-ce que c'est simple de retirer l'accès à ces personnes-là? Ces 3 questions de base, il y en a vraiment d'autres. Après ça, quel outil on peut mettre en place aussi pour faciliter un peu cette réflexion-là, mais aussi pour être plus à jour sur les enjeux de sécurité puis de vie privée des données. Donc, il est possible d'avoir un registre de l'accès aux données, des politiques de gestion des données. Ce qui est important, spécifiquement si vous avez des formulaires en ligne où il y a des gens qui peuvent s'inscrire, c'est vraiment important que l'utilisateur, l'utilisatrice puisse savoir qu'est-ce que vous faites de leurs données et c'est quoi leurs droits par rapport à... C'est vraiment une entente contractuelle avec l'utilisateur, l'utilisatrice. Des énoncés de confidentialité puis d'entente de confidentialité pour les gens qui ont accès aux données à l'intérieur de l'organisation aussi, c'est très important. L'objectif de ça, c'est de se protéger et puis de protéger les autres. C'est vraiment la base. Je vous invite à aller voir le lien ici. C'est la loi sur la protection des renseignements personnels. Quand on gère de la donnée, il faut savoir c'est quoi une donnée qui est une donnée personnelle, qui est une donnée privée, pour être capable de savoir quelles données c'est possible de rendre publiques, quelles données c'est pas possible de rendre publiques, puis quel niveau de sécurité il faut mettre sur quel type de données. Voilà. Et pour utiliser les données comme source d'information et outils d'intelligence d'affaires, il faut faire plusieurs choses. Parce que là, je vous parle un peu de la donnée de manière très conceptuelle.
tout le monde a de la donnée dans ces organisations. C'est normal, on ne sait pas toujours comment la gérer. Certaines personnes les gèrent. On va en parler plus en détail à la deuxième présentation, mais il faut vraiment, avant de penser à une stratégie de gestion des données, il faut définir les objectifs d'une organisationnelle, puis les mesures qui vont permettre de savoir si ces objectifs-là sont atteints. Et il faut certaines choses, là, vous avez une liste, je ne vais pas vous les lire, vous pourrez aller les lire et José, après moi, pourra vous en parler plus en détail sur les différentes étapes, mais il y a beaucoup de choses à faire. Mais moi, je trouve ça super excitant et super intéressant. Puis là, je vous dis tout ça encore une fois, puis j'aime beaucoup ajouter plein de bémols, fait que les bémols de la sécurité, les bémols de la structure de l'organisation, mais surtout les enjeux éthiques puis les biais inconscients par rapport à la collecte des données. Je ne rentre pas plus en détail parce que j'avais que 10 minutes et parce que la série 2 sera uniquement sur ça, sur les enjeux éthiques et les biais inconscients dans la collecte de données. Voilà. J'ai fini. Merci beaucoup, Marie-Ève. Oui, hey, c'est le cas de le dire, ça va très, très vite. Donc, on prendrait les questions, si jamais vous avez des questions que vous avez gardées pour vous, pour cette période-ci, parce qu'on a 10 minutes de questions. Qui dit panel, dit conversation, donc c'est ce qu'on souhaite présentement. Jaser ensemble, puis Marie-Ève pourra donner plus de précision peut-être. Ah, on a un commentaire. Ah oui, les informations sur la deuxième conférence sur l'éthique des données. Merci beaucoup, Marie. Donc, c'est vraiment le temps d'ouvrir votre micro, poser vos questions. Sinon, on en a aussi pour vous. Donc, je vous laisse la parole. Donc, moi, j'ai une question, en fait, qui s'adresse à tout le monde. Est-ce que, vous venez de secteurs très, très, très différents, hein, mais la plupart, je pense que vous venez d'organismes communautaires, d'OBNL. Est-ce que, qu'est-ce qui vous freine, en fait, dans votre OBNL, dans votre transition vers le numérique? Qu'est-ce qui vous fait peur par rapport aux données? On peut profiter de ce temps-là pour se parler de qu'est-ce qui nous freine et en quoi notre organisme, en fait, pourrait bénéficier d'une transition numérique. Est-ce que vous êtes capable de déjà voir en quoi votre organisme pourrait bénéficier d'une transition vers une meilleure gestion de données? Ah, merci beaucoup, Jasmine, pour votre commentaire. Véro, si tu permets, pendant que les gens réfléchissent à ta question puis répondent, puis c'est sûr que moi, je vais en parler là, tout à l'heure dans la présentation sur le virage numérique là, qu'Humanovis a fait. Mais je pense en tout cas, dans notre cas, un des premiers freins qu'on avait, c'est les ressources, y compris les connaissances. Comment faire un virage numérique. Puis on vient d'entendre Marie-Ève qui dit que c'est important de montrer quels sont les freins, où est-ce qu'il y a du danger, l'éthique, l'accès. Fait quand on a toutes ces questions-là à se poser puis qu'on n'est pas certain d'avoir les ressources puis les compétences à l'interne, ça peut être un gros frein avant de se mettre en marche. Là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vivent ça ou qui l'ont vécu, puis j'en parlerai tout à l'heure. Bien, merci beaucoup, Marie-Claude. En fait, il y a beaucoup d'activités dans le clavardage présentement. On a énormément de réponses à mes questions. J'arrive même pas à les lire à temps. Mais de ce que je vois, il y a plusieurs freins. Oui, les coûts associés à ce virage-là, notamment meilleure édition de compte, avoir du personnel compétent, capable de gérer les données. Ah, clairement, les moyens financiers, on voit que ça revient souvent. Geneviève nous dit où les capter, où aller chercher les données. Hey, merci beaucoup de votre participation, mon Dieu. Ressources financières, humaines, le temps requis d'Isabelle Gélina du Y des femmes. Bonjour Isabelle, avec qui j'ai travaillé longtemps. Antonin Benoît nous dit « Je m'inquiète des efforts à mettre en place pour un respect des politiques à la GDPR, politiques de cookies, etc., qui sont comme toujours changeantes. » Geneviève Provencher nous dit « Identifier les données pertinentes. » Ça aussi, ça peut être un grand défi.
La qualité de l'information en entrée, effectivement, Gabriel nous dit choisir le bon système pour essayer de centraliser tous les types de données. Donc, ce qu'on se rend compte, ce que moi je me rends compte en lisant vos réponses, c'est que des défis, il n'en manque pas. C'est ce qui peut aussi nous freiner dans cette transition-là. Manque de ressources financières, oui, ça revient souvent, hein? Et Jasmine qui nous dit finalement, plusieurs personnes oublient rapidement que l'on doit utiliser des façons sécuritaires pour transmettre les données entre collègues. Mais oui, j'aimerais ça intervenir sur ça parce qu'on y est vraiment passé en une slide et je pense que j'y suis passée en 2 secondes. Mais il y a beaucoup. C'est sûr que si on fait une présentation de 10 minutes sur tout ce qu'il faut faire, tout ce à quoi il faut être sensible sur les données, ça peut faire peur. Puis je pense que c'est l'enjeu principal en ce moment, à la fois de problèmes sécuritaires dans les organisations parce qu'il y a un désir de gérer de la donnée, mais en même temps, il y a une surnumérisation des organisations sans savoir les impacts concrets que ça a. J'aurais envie de dire que l'information, elle existe. Puis ce que j'entends aussi dans les commentaires, c'est un manque de ressources financières, mais aussi un manque de formation. Je pense que ça, quand on y va, si on considère, puis là, j'ai l'impression, je ne veux pas rentrer sur la présentation de Josée, mais il y a une manière d'y aller étape par étape en partant de là où on est, puis de se dire, OK, bon, je vois ça, il y a ça, je suis capable de scinder les enjeux principaux que je vois, puis y aller vraiment étape par étape. Je pense que quand on est surchargé, entre autres dans un contexte d'OBNL, puis pour y être moi-même, je comprends vraiment. Puis moi-même, je pense à l'intérieur de notre organisation, c'est des choses qui seraient difficiles à mettre en place. Puis je ne vais pas mentir en disant ça. Je pense que c'est important d'aller chercher des ressources à l'externe pour nous accompagner dans cette transition-là parce que c'est sûr que ça implique, puis je vais toujours le rappeler, ça implique des enjeux éthiques, ça implique des enjeux de qualité. Si la collecte de données n'est pas bien faite, effectivement, il va y avoir des enjeux plusieurs enjeux qui vont être soulevés. Donc, ma suggestion en général, c'est vraiment d'aller chercher, puis il y a du financement pour ça maintenant, un financement à l'externe pour aller avoir quelqu'un qui va vous expliquer déjà à la base, plus en détail que ce que nous, on pourra le faire, comment passer, comment projeter, comment prévoir ce virage numérique-là. Je pense que c'est la première étape. Comme ça, vous vous sentirez moins perdu. L'erreur que j'ai vue dans beaucoup d'organisations, ça va avoir été de s'engager dans le virage numérique, mais sans à l'interne être allé chercher non plus les compétences. Fait qu'aller chercher quelqu'un pour vous donner de la formation, je pense que c'est vraiment la première étape. Comme ça, après, vous êtes plus autonome puis vous êtes un peu moins perdu. Donc, Marie-Ève, vu qu'il reste un petit 2 minutes, moi j'ai une question pour toi. En fait, vu que le commentaire des moyens financiers revient vraiment souvent, comment on peut y aller? Comment on peut faire un virage en sachant qu'on a des problèmes au niveau financier, des problèmes de main-d'œuvre? T'aurais-tu un truc, une baguette magique finalement à nous donner pour qu'on enclenche le pas, même si on sait on pense qu'on manque de moyens, en fait? Hey, je pense que Josée va sûrement y répondre mieux que moi après. Mais si je peux donner une réponse sur... Moi, j'ai appris c'était quoi la donnée il y a comme 3 ans parce que je me suis retrouvée dans une organisation littéraire qui a toujours des urgences, qui a toujours des enjeux, qui n'a jamais le temps de rien faire. Puis on a décidé d'essayer de se lancer dans le virage numérique. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la donnée, puis c'est pas sorcier quand même. Au final, c'est un concept qu'on est constamment en train d'analyser de la donnée. Fait c'est peut-être plus de se mettre, un premier conseil, ce serait d'essayer de se mettre dans le mindset de qu'est-ce qui est de la donnée autour de nous, comment on l'analyse nous-mêmes autour de nous, c'est quoi les biais qu'on a quand on analyse la donnée autour de nous. Fait déjà d'être dans ce mindset-là dans l'organisation, de faire des micro-formations à l'interne, tout ça, c'est des choses qui ne demandent pas trop de temps, je pense. À tout moins pour que les gens soient conscients de qu'est-ce qui est de la donnée. Puis déjà, ça, pour la sécurité, ça aide beaucoup de se dire, OK, là, je suis vraiment en train de transférer de la donnée, fait que ça pourrait être un enjeu sécuritaire. C'est un premier conseil ou contexte dans lequel moi, j'essaie de me mettre. Puis ça fonctionne quand même assez bien, puis ça nous rend un peu plus conscients de ça, avec quelle information on travaille, puis quelle information transige. Puis après, ben,
plus personnellement, dans les organisations dans lesquelles j'ai été, qui sont toujours dans des enjeux d'urgence, c'est de redéfinir le concept de l'urgence. Je pense qu'on a cette idée que l'urgence, souvent on a des urgences parce qu'il y a trop de choses, fait que l'urgence devient toujours encore pire. Mais il y a toujours moyen, si on est capable de projeter, de planifier. Tu sais, on n'est pas obligé de planifier, le changement n'est pas obligé de se faire demain matin. C'est possible de le planifier, de mettre un peu de temps sur 2 ans, c'est ça qu'il faut. Tu sais. Mais la vérité, c'est que le virage numérique, à mon avis, va avoir lieu. Et c'est comment on veut projeter, prévoir une stratégie pour être conscient de comment on s'implante ou quelle place on a dans ce virage-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Véro. Merci beaucoup, Marie-Ève. Oui, oui, très bien. Je suis consciente qu'il y a d'autres questions, malheureusement. Pour respecter l'horaire de tout le monde, on va continuer avec la partie de Josée sur la maturité numérique et les compétences numériques. Donc, peut-être que Josée, dans sa présentation, va pouvoir répondre à vos questions d'ailleurs. Puis sinon, il y aura une autre période après Josée. Donc, Josée, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Alors, je vais faire un tour d'horizon qui est assez rapide, à la fois sur la maturité numérique, les compétences numériques et les facteurs d'adoption. Je signale que c'est du contenu qui a été développé au CIFRIO pendant des années. Moi, j'ai œuvré à faire, avancer des projets d'innovation autour du numérique et c'est là-dessus que c'est basé. Les données datent de 4 ou 5 ans. Mais je pense que le monde n'a pas tant changé malgré la pandémie par rapport à ces questions-là. Rebecca, on va passer à l'échelle de maturité. Alors, l'échelle de maturité numérique, je signale tout de suite que c'est un regard sur les processus d'une entreprise. Elle a été construite avec ce regard, processus et automatisation des données dans l'entreprise. Et autre point important, elle est bâtie dans un contexte d'entreprises industrielles et notamment de PME industrielles parce qu'on était dans des grands projets d'adoption avec des PME, secteur industriel, secteur du commerce de détail. La question, dans le fond, qu'il faut se poser ici, c'est dans le secteur des services, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Et c'est pas facile, je ne suis pas une spécialiste du secteur des services, mais on peut se dire en partant que les grandes entreprises de services, que sont les assurances et les finances, sont dans cette échelle à des degrés assez avancés parce qu'elles ont eu les moyens de mettre de l'avant des algorithmes, des bases de données, des systèmes intégrés depuis longtemps, vous le savez, jusqu'à l'utilisation de chatbots, par exemple, très, très sophistiqués dans le cas des entreprises de services. Mais vous ne représentez pas cette clientèle, j'en suis bien consciente. Alors, écoutez, là-dessus, je pense que ce qui est important de retenir dans cette échelle, c'est que la majorité des entreprises sont encore au niveau artisanal et discipliné, c'est-à-dire on utilise des suites bureautiques, on utilise des logiciels comptables, on a un site web informationnel, pas tant que ça transactionnel, en tout cas dans bien des secteurs de services. Ils ne sont pas transactionnels. On a des logiciels de gestion de projet, de dessin, des bases de données assez rudimentaires, mais ça fait bien la job pour gérer nos opérations, gérer notre service à la clientèle. Je ne pense pas qu'avec la pandémie, on est passé à beaucoup plus que 75%. On a une démocratisation de la visioconférence et du travail à distance maintenant, comme vous le savez, mais ça n'a pas fait en sorte qu'on a intégré des données davantage. Peut-être que oui, dans certains milieux, mais on n'a pas le portrait. Ça prendrait d'ailleurs une enquête dans vos milieux pour aller voir qu'est-ce que ça nous dit, la transformation numérique. Où est-ce que vous êtes rendu dans le secteur des services, des OBNL, plus particulièrement par rapport à la maturité numérique? L'enjeu, moi, je pense, pour vos secteurs et dans le domaine intégré, c'est-à-dire au niveau intégré, quand on pense à des sites web transactionnels, à des plateformes dans lesquelles votre clientèle interagit, que ce soit des plateformes des bailleurs de fonds, que ce soit vos propres plateformes, il y a là une nécessité d'intégrer de la donnée, donner du sens à vos données. Quand on parle du prédictif puis de l'autonome dans les mondes industriels, on est souvent dans des outils technologiques qui vont assurer, par exemple, une maintenance dans l'entreprise, créer des alertes par rapport à certains processus de travail, intégrer de l'intelligence artificielle pour que l'usine connectée se gère de façon plus autonome.
Dans vos secteurs, le prédictif et l'autonome, c'est une belle question à se poser. Qu'est-ce que ça voudrait dire de sophistiquer vos processus de manière à vous rendre jusque-là? Mais chose certaine, les 3 derniers niveaux sont véritablement les niveaux en lien avec l'exploitation des données numériques. Je pense que le passage à un mode, par exemple, intégré serait certainement une étape à atteindre dans beaucoup de plus petites organisations du domaine des services. Moi, j'ai vécu l'expérience depuis 1 an dans l'école en réseau où on a un système d'inscription de centaines et de milliers d'enseignants et de leurs classes à des activités interclasses. On a bonifié notre site web, notre formulaire d'inscription qui nous génère des nouvelles données. Et on voit tout le potentiel d'exploitation de ces données depuis moins d'1 an. Parce que maintenant, il y a beaucoup de volume dans ces données et on peut prendre des décisions plus éclairées, on peut voir venir des choses et surtout, on peut se poser la question, qu'est-ce qui nous donne de la valeur? Qu'est-ce qui donne de la valeur à des processus? Où sont nos indicateurs de performance dans notre reddition de compte avec le ministère et les centres de services scolaires? Quelles données on devrait bonifier davantage? Donc, c'est toutes ces questions-là, je pense, à se poser dans le contexte de la maturité numérique. Où vous en êtes? Où sont vos processus où vous pourrez gagner plus, c'est-à-dire avoir plus de gains? Puis les gains, toujours en fonction, évidemment, de votre stratégie d'affaires. On va passer à la suivante, Rebecca, les compétences numériques, un modèle qu'on a mis en place aussi dans le contexte de travail avec plusieurs dizaines d'entreprises. 3 grands domaines, technologiques, cognitifs, collaboratifs. Pour nous, ça touche l'ensemble de la main-d'œuvre, c'est-à-dire des entreprises à la fois du secteur manufacturier et du secteur des services. L'élément cognitif, pour nous, est un petit peu plus difficile à définir au départ, mais il est assez central dans le contexte où on travaille avec de la donnée numérique, c'est-à-dire quelles sont les données, comment on les crée, comment on les interprète, comment on les évalue, les capacités qu'on a de les analyser. Donc, il y a des compétences de littératie et de numératie derrière ça avec les bases de données. Comment on détermine nos besoins informationnels, comment on sélectionne des logiciels en fonction de nos processus de travail, puis bien sûr, toute la question de la valeur et des risques des données à prendre en compte. Sur le point de vue technologique, vous le savez, hein, on utilise de plus en plus de logiciels, des équipements informatiques, des équipements mobiles, des applications sur des grandes plateformes. Il y a des mesures de sécurité qu'on doit mettre en place. Donc, il y a comme une base technologique qui est requise. On peut penser que les plus jeunes, la nouvelle génération, arrivent avec des compétences plus grandes. On a vu que c'est le cas pour certains types d'applications, mais on a vu que ce n'est pas le cas pour d'autres types d'applications, des applications, par exemple, de gestion de bases de données, d'algorithmes à utiliser dans ces bases de données. Là, il peut y avoir des besoins plus particuliers, et ça touche autant les plus jeunes que les moins jeunes, mais certainement que l'utilisation efficace des technologies de l'information est une des compétences sur laquelle il faut capitaliser. Collaborer, résoudre des problèmes dans un environnement numérique, c'est beaucoup le cas dans l'ensemble des entreprises et beaucoup de dirigeants nous disaient il y a quelques années à quel point c'était difficile d'amener les employés à comprendre tout le processus dans l'organisation, d'utiliser le système intégré à la base de ce processus-là, de comprendre ce que l'autre fait et l'importance et l'interdépendance entre les équipes à l'intérieur de ces nouveaux environnements numériques. Alors, comprendre les processus, dans certains cas, c'est de la collaboration avec des machines, dans des usines aussi que ça voulait dire, des soutiens à la tâche automatisés qui sont amenés dans les outils utilisés par le personnel. Or, toute cette question de collaboration à résoudre des problèmes dans un environnement de travail, on rentrait ça dans le terme des compétences collaboratives. Ça peut sembler évident, ça peut sembler facile. On se dit que c'est juste d'avoir une bonne gestion de ressources humaines, mais dans bien des cas d'entreprises puis de grandes entreprises, c'est là où ça a échoué. Les grands projets technologiques qui ont été documentés depuis 10 ans, 20 ans, font souvent état de la difficulté de changer les façons de travailler des gens et leur compréhension de l'interdépendance entre les uns et les autres dans un environnement numérique.
Alors, à ne pas négliger donc ces compétences collaboratives. On va aller à la suivante. Je voulais vous montrer très rapidement le cadre de référence de compétences numériques que le gouvernement du Québec a mis en place il y a 3 ans, qui a été lancé par le ministère de l'Éducation et dont l'ambition était de se rendre à l'ensemble de la main-d'œuvre, donc de dépasser le cadre scolaire. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Je pense que c'est resté assez proche du milieu de l'éducation. Il y a deux éléments qui, pour moi, sont importants à voir ici. Citoyen éthique. Ici, la question de la main-d'œuvre est très interpellée. Qu'est-ce que c'est travailler dans un environnement numérique avec les médias sociaux qu'on utilise dans les organisations? Qu'est-ce que ça veut dire comme employé d'agir en citoyen éthique? Il y a des compétences autour de ça qui sont à ne pas négliger dans les organisations. Bien sûr, les habiletés technologiques sont là, la culture informationnelle, la collaboration, l'usage des technologies dans les entreprises, par exemple, être capable de faire un PowerPoint, être capable de faire un montage vidéo, de travailler avec des enregistrements vidéo, faire un découpage. On apprend ça de plus en plus à l'école. En fait, il y a des projets dans les écoles qui permettent aux jeunes de développer ces compétences-là, mais ces compétences-là sont aussi des compétences TI dans les organisations qui deviennent extrêmement intéressantes à développer. Donc, ça, c'est le cadre public du gouvernement du Québec que vous pouvez retrouver avec toute la documentation sur le site Internet du gouvernement très, très facilement. Donc, le cadre de la compétence numérique du gouvernement du Québec. Et finalement, je voulais terminer avec un regard sur l'adoption du numérique dans les organisations. Vous savez que c'est la clé, comment on gère le numérique et sa transition, la clé dans le fond du succès. Et ce n'est pas un succès qui est fondé sur l'habileté technologique en partant, c'est un succès qui est fondé sur une démarche structurante dans l'organisation qui concerne l'ensemble des employés. Nous, on commençait par les fondations numériques quand on avait développé avec des dizaines d'entreprises un outil diagnostique pour aller mesurer un peu quelles sont les fondations. Alors, les fondations numériques, c'est de regarder quelles sont nos infrastructures, quels sont nos actifs numériques, quelles sont les habiletés des employés, les manques d'habiletés des employés, mais quelles sont aussi nos pratiques de gestion et nos processus pour gérer l'organisation. Quels sont également certains freins, certains facilitateurs dans notre environnement d'affaires. Chaque entreprise ou organisation a son propre environnement d'affaires. Alors, l'idée d'aller se doter d'un diagnostic de départ nous aide beaucoup pour passer aux étapes suivantes. La stratégie d'affaires, bien sûr, qu'est-ce que font les autres dans notre domaine? Quels outils technologiques ils ont mis en place? Quelles approches de bases de données, de sites web transactionnels? L'idée, c'est d'aller voir un peu autour de nous qu'est-ce que les autres font. Quelles sont les nouvelles offres de services par le biais du web auprès des clientèles qu'on dessert? Quelles sont les plateformes de nos bailleurs de fonds, des gouvernements. Dans certains de vos milieux, vous faites affaire avec des plateformes gouvernementales. Alors, il y a déjà quelque chose avec lequel vous devez composer dans votre stratégie d'affaires. En fait, arrimer sa stratégie d'affaires, c'est réfléchir à ses objectifs prioritaires. Quels sont nos objectifs? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Quels sont nos KPI? Et pour arriver à ça, quels processus sont les processus clés qu'on a avantage peut-être d'automatiser davantage. L'analyse des besoins technologiques, hein, c'est la base également. Rentrer un peu plus dans le détail, souvent de le faire avec des experts qui sont neutres, qui ne sont pas des fournisseurs des technologies elles-mêmes. Ça peut être un avantage parce que là, vous avez un regard qui est beaucoup plus large sur l'ensemble des solutions technologiques et surtout des experts qui ont peut-être vu des situations semblables à la vôtre dans d'autres organisations. Alors, connaître l'environnement d'affaires, le domaine de service dans lequel vous êtes pour ces experts neutres-là, ça peut être extrêmement intéressant, considérant que le manque de temps, c'est une caractéristique importante des petites organisations.
Choisir les solutions, encore là, si vous allez vers des appels d'offres, vers des fournisseurs, ben, allez dans une démarche structurée, clarifiez bien vos besoins dans votre document d'appel à proposition, voir un peu c'est qui les fournisseurs, qui seraient les fournisseurs les plus appropriés pour vos besoins. Si vous n'allez pas chercher une solution de type ERP intégré comme le font des grandes entreprises, ben, vous allez aller vers des types de fournisseurs qui sont en lien avec des solutions qui sont davantage adaptées à votre type d'organisation. Gérer le projet technologique, c'est toujours difficile, c'est toujours un enjeu critique dans les organisations parce qu'on manque de temps, parce que le quotidien des opérations, les changements des fois dans l'environnement réglementaire, les demandes des bailleurs de fonds bougent aussi et vous devez aller à travers ça dans votre projet technologique. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir une équipe interne, d'avoir un champion à l'interne qui va suivre les calendriers, les étapes clés, qui va s'assurer de partager l'information. Le respect des délais, les disponibilités financières aussi qu'on a pour les engagements qu'on a pris par rapport à ces implantations. Alors, c'est quelque chose qui est important de le gérer. C'est important qu'il y ait une personne qui en soit responsable et que ce ne soit pas nécessairement la direction générale qui le soit, mais qu'il y ait une autre personne proche de la direction générale qui ait cette responsabilité. Enfin, déployer le changement numérique, les emplois auprès des employés, auprès des clients, auprès également d'autres personnes qui font affaire avec vos systèmes numériques. Alors, ça peut être intéressant de les intégrer là-dedans. Il y a une chose qui a été développée dans les dernières années qui a été très intéressante dans le déploiement du changement, c'est les approches de Change Lab dans l'organisation. On a fait ça en PME également. Donc, on met les employés à contribution sur comment on va faire ce changement, comment on va changer nos processus de travail, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins. Alors, ces approches de Change Lab, il y a beaucoup d'offres maintenant dans les milieux pour développer des approches de Change Lab. Ça peut être intéressant de se tourner vers ça, puis peut-être d'associer aussi votre clientèle, en partie en tout cas, à ces stratégies de changement. En conclusion, donc, compétences numériques, culture organisationnelle, démarche structurée. Les technologies évoluent vite, vous le savez, tous les 6 mois, on voit des nouvelles applications, les médias sociaux se bonifient, il y a toutes sortes de choses qui bougent. Alors, d'avoir aussi une culture d'agilité organisationnelle à l'intérieur de notre façon de faire, c'est extrêmement important. Puis peut-être d'y aller progressivement avec les processus qui sont les plus importants, de ne pas tout faire, de ne pas vouloir tout faire en même temps et de vous centrer sur ce qui est le plus essentiel en fonction de vos objectifs prioritaires. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Josée. Donc, encore une fois, on a une période de questions d'environ 10 minutes. Donc, si vous avez des questions précises à poser à Josée, allez-y. Sinon, encore une fois, moi, j'en ai quelques-unes. Je vois un commentaire, c'est beaucoup de travail pour les ressources humaines surchargées. Oui, c'est vrai que c'est du travail, mais si vous y allez par étapes, c'est-à-dire commencer par une chose que vous considérez comme prioritaire avant de vous occuper des autres choses du virage numérique, ben déjà, ça vient nous aider. Qu'est-ce que c'est que le CEFRIO? Il est mort, le CEFRIO, il a été fermé. Le CEFRIO s'est occupé pendant 30 ans de l'adoption du numérique à travers des projets pilotes. Il en reste un petit bout, le bout des enquêtes qui a été récupéré par l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, qui, dans son site web, devrait éventuellement rendre disponibles tous les éléments, les choses dont je vous ai parlé, les grilles que vous avez vues font partie de documents qui ont toujours été rendus publics, qui là sont dans un univers qui n'est pas public, mais qui devrait redevenir public, me dit-on, dans les prochains mois. Et donc, le CEFRIO a légué, dans le fond, notamment un site qui s'appelait PME numérique, où les 6 clés de l'adoption, par exemple, le Change Lab en organisation, ont été l'objet de rapports. On a Marjorie qui a la main levée. Oui, bonjour. En fait, c'est ça, je voulais finir. Vous avez fini en parlant de culture d'agilité organisationnelle, mais concrètement, ça se traduit comment? Ben, l'agilité,
c'est des pratiques de gestion dans une organisation. Par exemple, on est en train de développer quelque chose, un système pour automatiser un de nos processus. Et là, arrive dans l'univers une nouvelle offre dans le marché qui est dans le même secteur que nous et qui nous demande peut-être de changer des choses dans le système qu'on développe. Ce n'était pas prévu dans le devis de départ avec le fournisseur. Il faut renégocier des choses pour faire intervenir quelque chose de nouveau qui n'était pas là. Bien, ça veut dire que dans nos devis et dans nos contrats d'entente avec des fournisseurs, il faut avoir un élément de contingence, une capacité de changer des choses en cours de route et de ne pas négliger, en tout cas, que les choses peuvent bouger le temps qu'on développe des technologies sur mesure pour nos moyens, pour nos besoins, qu'on peut devoir peut-être changer des affaires. Donc, l'agilité organisationnelle, c'est de l'anticiper. Anticiper qu'il ne faut pas trop fermer le cadre dans lequel on donne peut-être des mandats quand il s'agit des solutions technologiques, puis de le prendre en compte dès le départ. Donc, faire œuvre d'imagination dans nos contrats aussi, d'avoir une capacité pour se garder de la marge de manœuvre. Okay, parfait, merci. Merci beaucoup, Josée. Avant, Marie-Ève, je vais prendre les questions dans le clavardage. Après ça, on va aller à toi, Marie-Ève. Donc, on a Caroline qui demande, pouvons-nous avoir accès à une base d'experts pour nous aider à faire notre analyse des besoins et choisir nos solutions? Car c'est toujours difficile de choisir quelqu'un quand nous-mêmes, on n'y connaît rien. C'est une bonne question. Nous, on avait une banque d'experts et des collaborateurs dans les programmes que nous gérions avec les PME. C'était du côté industriel et commerce de détail. On est allé chercher des experts indépendants des solutions et ça a été très apprécié des entreprises. Dans vos secteurs, peut-être existe-t-il des entreprises en TI, il y en a en économie sociale, il y a des petites boîtes qui ont émergé dans le marché, qui ont développé cette capacité d'aider des OBNL, d'aider le secteur des services, puis le secteur des services en lien avec des personnes à qui on donne des services en santé, dans les loisirs, en fait, dans l'ensemble de vos domaines. Il faudrait voir, je ne sais pas si avec les organismes de l'économie sociale existants, vous pourriez avoir des références. Je suis un peu déconnectée, moi, puisque le CFRIO a fermé il y a quelques années que je n'y suis plus. Je suis un petit peu déconnectée de comment ça a évolué, mais ça serait quelque chose à regarder entre vous et peut-être avec vos bailleurs de fonds aussi et faire un appel à cette expertise. Il y a des experts indépendants, il y a des experts qui sont regroupés. Plusieurs offrent des services, par exemple, de développement web sur mesure pour les organisations. D'autres prennent des solutions toutes faites, ils les ajustent. C'est peut-être dans ces univers-là, avec de l'expertise en gestion de bases de données. Je pense que c'est aussi ça. Pour intégrer un peu nos données, il faut aller vers des systèmes intégrés de bases de données. Alors, peut-être lancer un appel dans le marché à quelles sont les entreprises qui ont cette expertise-là puis qui pourraient vouloir venir vous présenter qu'est-ce qu'elles ont comme expertise, organiser une activité avec ce milieu-là. Merci beaucoup, Josée. Ensuite, on avait une question de Sylvie D qui demande quels sont les critères à vérifier pour sélectionner un expert? Bien, souvent, c'est d'aller voir ce qu'il a fait avec d'autres clients. L'expert, il va dire des choses dans sa brochure web. C'est à vous de voir dans quel niveau de confiance vous êtes, si vous voulez vérifier des choses avec les clients. Je pense que c'est souvent comme ça que les gens font. Puis, vous pouvez aussi, dans votre devis, soulever plein de questions et lui demander qu'il vous aide à réfléchir à des réponses, puis voir un peu comment il réagit par rapport à des hypothèses que vous faites par rapport à vos besoins. Et le mettre devant des situations, les délais sont allongés, il arrive un bug technologique, il arrive quelque chose, comment vous allez réagir comme expert, comment vous allez réagir. Donc, le mettre dans des situations aussi, puis le faire s'exprimer le plus possible sur sa manière d'interagir en mode client avec vous. Puis en faire un partenaire, en fait, de proximité plus facilement. Merci beaucoup, Josée. Ensuite, on avait Marie-Ève qui avait une question.
Je voulais réagir au départ sur le concept de l'agilité parce que c'est un thème qui est un peu galvaudé. Puis pour faire du pouce sur ce que José disait tout à l'heure, l'agilité est possible aussi parce qu'elle peut sembler difficile en considérant nos projets sous forme d'itération. Donc vraiment, pas penser le projet nécessairement à construire. Tu sais, c'est possible de mettre un budget sur le projet, c'est possible de comme le réfléchir, mais essayer de le réfléchir par étapes, puis de pouvoir calculer, définir les tâches pour la première étape, puis après ça, redéfinir les tâches pour la deuxième, puis redéfinir les tâches pour la troisième. Puis je pense que ça répond d'une certaine... Puis là, je mets vraiment mon chapeau d'analyse d'affaires, puis moins de spécialiste des données, là. Mais c'est possible comme ça de réfléchir, ben, c'est quoi la première étape, comme le proposait José, dans l'organisation? C'est quoi la première étape à intégrer? C'est quoi la première chose à faire? Puis d'y aller étape par étape comme ça. Ça permet une gestion du changement aussi beaucoup plus simple parce que je pense que c'était un des commentaires qui avait été mis sur la question d'une gestion du changement dans les équipes difficiles. Bien, c'est sûr que si vous changez vos systèmes directement du jour au lendemain, il va y avoir une réaction de la part des équipes qui ont toujours travaillé d'une certaine manière. C'est important de faire le changement. Il y a des stratégies de changement qui se font directement avec les employés, qui incluent les employés dans le processus. Puis ça, c'est un élément de ma perspective, puis c'est vraiment une position personnelle. C'est vraiment important d'impliquer les employés dans les changements de technologie. Pour que ça soit adapté à leur manière de travailler aussi. Mais ça implique aussi une révision des processus, de comprendre comment les processus fonctionnent. Mais c'est quand on y va vraiment de manière incrémentale, puis étape par étape, ça semble vraiment moins gros, mais c'est sûr que c'est effrayant, mais c'est vraiment possible de le faire lentement avec des ressources de base, puis de lentement implanter quelque chose sur le long terme. Merci beaucoup, Marie-Ève. Oui, je pense que c'est une idée à retenir de ne pas vouloir tout numériser tout de suite, qui est un grand piège, puis d'y aller étape par étape, mais aussi de discriminer, puis de se demander quel processus vaut la peine en premier, qu'est-ce que je dois prioriser, qu'est-ce que je veux qui devienne autonome, puis qu'est-ce qui peut rester papier pour l'instant. Donc, c'est une question vraiment pertinente à se poser tout le monde. Mais je rajouterais que la solution n'est pas toujours numérique pour améliorer aussi l'organisation. Puis ça, c'est un élément à garder en tête. Le numérique n'est pas pour plusieurs, même pour des grosses entreprises, la solution n'est pas toujours numérique. Merci Marie-Ève de nous ramener à l'ordre. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Il reste une courte minute avant la présentation de Marie-Claude. Ah! Isabelle Gélina nous demande quelles subventions existent pour effectuer le virage numérique? À l'époque, il y avait au ministère de l'Économie et de l'Innovation des grands programmes pour les PME. Il y a tout le secteur de l'économie sociale aussi où il y avait du financement. Est-ce que ça existe encore? Peut-être pour faire des diagnostics, l'étape des diagnostics avec des experts, mais est-ce qu'on s'adresse au secteur des services? Ça, c'est plus difficile parce que le MEI couvre moins ce secteur-là. La BDC, la Banque de développement du Canada, avait aussi de l'aide. Est-ce qu'il couvrirait le secteur des services? Il faudrait voir, peut-être que oui. Encore là, pour faire du diagnostic et de la planification du virage numérique. Hein? Ce n'est pas nécessairement pour la réalisation au départ. Peut-être que pour la réalisation dans une entreprise commerciale, ben là, il faut que l'entreprise investisse aussi un peu, mais ça vaudrait la peine de regarder de ce côté-là. Et je voyais l'idée synergétique, une bonne ressource pour les EBNL. En tout cas, faire quelque chose qui vous permettrait de mobiliser ces entreprises-là, puis de les faire sortir et de les faire connaître. Ça serait déjà une bonne chose et ça serait peut-être intéressant à ce moment-là pour des bailleurs de fonds gouvernementaux et la BDC d'imaginer des programmes de virage numérique pour vos secteurs. Merci beaucoup, José. On va maintenant passer à Marie-Claude qui va nous parler de l'expérience sensible du virage numérique d'Humanovis. Il y a une réparation dans le building. On dirait que notre building est chez le dentiste puis qu'il y a quelqu'un qui est en train de réparer une dent. C'est vraiment l'effet d'une frette. Fait que si jamais vous entendez du bruit, faites-moi signe, je mettrai mes écouteurs. Bon. Alors, enchanté tout le monde. Je veux juste, avant de commencer, faire un petit peu de course sur ce que José vient de dire à propos de la BDC. La BDC, d'ailleurs, ils rendent disponible plein d'outils sur leur site, là, la Banque du Canada. Puis c'est sûr que ça s'adresse aux entreprises, mais moi, en tout cas, comme
depuis que je suis chez Humanavis puis que je gère un OBNL. Je suis allée souvent chercher toutes sortes d'outils qui présentent. Puis l'autre organisme qui peut probablement aider à trouver des ressources, c'est Espace OBNL aussi, pour ceux qui les connaissent. Ouais. Mais oui, alors Marie-Claude Lagacé, tout à l'heure, Véronique. Le son n'est pas excellent? Bon, on va y aller avec les écouteurs. Bon, mais Eva, tu me diras si le son est excellent avec les écouteurs. C'est mieux. Oui, donc, oui, on a décidé de faire un virage numérique dans notre organisation. Je dois vous dire, c'est ça, Véronique disait, je suis arrivée il y a 5 ans. C'est sûr qu'avec la directrice générale adjointe, qui est ma collègue Julie, là, qui est ma complice depuis 5 ans, on savait qu'il fallait que l'organisation qui a eu 20 ans là, dans la dernière année devait opérer un virage numérique. Vous imaginez, vous le savez, là, il y a plein d'organisations, il y en a même là, qui ont plus de 100 ans dans les organisations, je pense, que je vois là, autour de l'écran. On a du papier, on a des fichiers, des fichiers Word à l'infini, des PDF non classés. On savait qu'il fallait qu'on fasse un virage numérique, non seulement pour toutes les données qu'on avait, mais pour nos processus. Je vais partager moi aussi ma présentation comme nos collègues. Je vais poser la fameuse question. Voyez-vous mon écran? Oui, non, oui? Non. Pas encore. On dirait que c'est la première fois que je fais un Zoom. Est-ce que la slide est apparue? Oui. Ah, là, oui. OK. Oui, donc, pourquoi on voulait faire un virage numérique? D'abord parce que, évidemment, on savait qu'il fallait qu'on améliore nos processus d'affaires. On avait amélioré la gestion des données, comme je disais, parce qu'on avait vraiment beaucoup de données d'accumuler depuis des années. On voulait gagner en efficience puis en efficacité. Puis, on voulait surtout voir comment on pouvait faire pour amener la vision. On savait qu'on s'en allait vers une transformation organisationnelle. On avait besoin de tout consolider pour réaliser cette vision-là qu'on avait de transformer l'organisation. C'est devenu un sentiment d'urgence. L'équipe avait besoin d'outils pour faire son travail, des besoins individuels, des besoins d'équipe. On avait besoin de préparer l'organisation pour le futur, si je peux dire. Notamment à l'utilisation éventuellement de bases de données et d'intelligence artificielle. Et là, on est en train de réfléchir à notre virage numérique. Et puis, le CFRIO est Allô? Allô, oui? Ah, OK, c'est tabarouette. Mes affaires sont sur mute, ma cam est fermée. Depuis tantôt, j'étais comme allô, tu m'entends pas? Bon, comment ça va? Ça va? Ça va. Donc, David, on va juste fermer votre micro pendant que Marc-Claude donne sa présentation. On va prendre les questions par la suite. Oui. Mais merci. Je n'aurais pas de problème à avoir une question de maintenant, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ça. Le CFRIO, je dois dire, on est 4 organismes qu'on appelait des OLTIS, des organismes de liaison de transfert en innovation sociale. Il y avait le CFRIO à l'époque qui a fermé il y a 2 ans, Humanovis, le TIES qui est en économie sociale et le CETREC qui est en réussite éducative. Ce qui fait qu'on collaborait les 4 souvent ensemble. Puis dans une présentation en juin 2019, nous, on vient juste de faire notre transformation organisationnelle. On passe du CLIP à Humanovis. Je vais faire une présentation. On ouvre une grande conférence, José et moi, une conférence sur 2 jours à Québec, où on parlait des compétences du futur. Moi, je parlais surtout des compétences qui sont reliées à l'innovation sociale, les compétences qui sont centrées sur l'utilisateur, l'empathie. Bon. Et José vient parler des compétences numériques.
Et nous, on allait démarrer notre processus pour faire notre virage numérique et je vois le modèle que Josée vous a présenté tout à l'heure. Devant moi, je vois exactement ce que je recherchais, comment je pouvais conceptualiser le virage qu'on avait à faire. Puisque ce que Josée disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, en général, dans les petites organisations, qu'on soit des PME ou la plupart d'entre nous, là, autour de l'écran, on est plus des OBNL ou des OB. On est en mode artisanal. J'ai vu des gens écrire dans le chat, c'est super difficile de lâcher le papier, ou en mode discipliné. Puis pour les gens qui se demandent quels sont tous les acronymes, j'en connais quelques-uns, je ne pourrais pas tous les nommer. Mais on était à ce qu'on appelle un mode discipliné, là, donc dans 75% des entreprises ou à peu près des organisations au Québec sont dans ce mode-là. Et notre ambition, finalement, c'était d'aller au mode plus intégré. On voulait un CRM, un Customer Relationship Management logiciel. On voulait un logiciel de projet. Ça, nous autres, on n'en avait pas. On voulait vraiment une suite qui pouvait particulièrement nous aider dans la gestion de projet, mais plus que ça. Je vais vous parler de la démarche, puis je vais laisser la présentation pendant quelques secondes, je vais l'enlever. Mais je veux vous dire, avant de vous présenter la démarche, que l'outil final qu'on a choisi, c'est l'outil Odoo. Et d'ailleurs, autour de l'écran tout à l'heure, j'ai vu Sarah Fortin, qui est la personne qui nous a accompagnés chez A3K pour implanter Odoo. Fait que si jamais, Sarah, tu veux intervenir pendant ma présentation, n'hésite surtout pas à me faire signe ou à ouvrir le micro. Comme David l'a fait tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Donc, et je fais stop share parce que moi, j'ai vraiment ça faire ça. On dirait que j'aime mieux voir les écrans, j'aimerais même mieux voir vos visages. Mais c'est ça, on a implanté Odoo, ça a été le choix de l'équipe. Puis là, ce que je vais vous dire, c'est comment on a fait, c'est quoi notre démarche? Parce que c'est ça la question qu'on se pose tous. C'est quoi la démarche pour faire notre virage numérique? La première démarche, puis c'était pour nous, je l'ai nommé tantôt, puis il y a plein de gens qui l'ont nommé sur le chat. Nos embûches, c'est quoi? On n'a pas de ressources, puis on n'a pas les compétences à l'interne. Il n'y a personne chez nous qui fait ça. On a quelqu'un, par contre, depuis que l'organisation existe, il y a une firme externe qui nous accompagne pour tout ce qui est la gestion de nos serveurs, de nos données, de tout ce qui est technologique. Mais ce n'est pas sa spécialité de faire des virages numériques à l'organisation. Fait que la première des choses qu'on s'est dit, on va aller voir notre bailleur de fonds, puis on va voir s'il trouve que ça vaut la peine qu'on fasse un virage numérique. Fait que moi, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. La première, n'hésitez pas à demander à vos bailleurs de fonds. Nous, on est financé par le secteur innovation du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Puis là, vous vous dites, ah, ben oui, le ministère de l'Économie, il y a de l'argent. Il y en a justement parce qu'il ne garoche pas par les fenêtres. Fait qu'il ne dit pas oui à toutes les demandes qu'on fait. Mais quand on a fait la demande, qu'on a expliqué, qu'on a bien structuré pourquoi on voulait faire un virage numérique, ils nous ont accordé, puis vraiment sérieusement, là, rapidement, les fonds pour faire ce virage-là. Oui, c'est une des fois où vraiment ils ont répondu plus rapidement, ils voyaient la pertinence. Puis depuis qu'on a fait notre virage, qui était juste avant la COVID, on a été vraiment chanceux. J'ai parlé à plusieurs organisations différentes, puis même des fondations qui disent qu'ils ont de plus en plus d'ouverture à financer ou à aider les organisations à se financer pour faire leur virage. Fait que je m'arrête là pour ce qui est du financement. L'autre question, c'est la question des compétences. Fait que ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a décidé de se faire accompagner par une firme. Fait qu'on a cherché des petites firmes qui pouvaient nous accompagner. Puis, à l'époque, c'était CVMC qui nous avait aidés. C'est des brokers, dans le fond. Là. Eux autres, ils nous faisaient un devis. Puis, ils nous posaient des questions sur nos processus d'affaires. Puis, sur le coup, on les regardait, processus d'affaires. J'ai aucune idée de quoi tu me parles. Mais eux, ils nous ont guidés pour qu'on soit capable d'analyser nos processus d'affaires. Puis, c'est eux qui nous ont fait rencontrer différentes firmes qui pouvaient nous proposer une solution technologique. Puis, comme je vous disais, nous, on a choisi la solution Odoo. Ce qui était important, puis ce qui nous rappelait la firme, puis c'était pas très dispendieux, là. Malheureusement, cette firme-là, j'ai vu dans la dernière année qu'elle a été achetée par Talstom, j'oublie toujours leur nom, fait que je dis malheureusement parce que c'est toujours triste d'avoir acheter un petit, mais ça, c'est mon commentaire à moi.
ce qu'il nous disait, c'est justement de ne pas essayer de tout faire en même temps, d'y aller avec nos priorités. Dans notre cas, c'était la gestion de projet. José parlait de l'importance d'un expert neutre. Ça a été vraiment cet expert-là qui nous a aidés à rencontrer les firmes, à regarder les devis, puis à choisir. Puis il fallait identifier nos besoins fondamentaux pour trouver le bon équilibre, pour pas que l'équipe soit super surchargée avec ces changements-là. À l'interne, plus que la moitié de l'équipe a été impliquée tout au long de la démarche, y compris là, quand on a écrit le cahier de charges qui était destiné aux firmes, quand on a analysé nos processus d'affaires, quand on a la firme, le CVMC, nous a fait rencontrer les gens qui nous proposaient des solutions. On était toujours la moitié de l'équipe qui était là, ce qui fait que ça a été le choix de l'équipe. Ça n'a pas été le choix de la direction. Ça, c'était important. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas notre choix, mais c'est vraiment l'équipe qui a choisi la solution. Puis j'ai vu tantôt dans le chat, il y a quelqu'un qui disait, mais comment on fait pour savoir si j'ai le bon expert pour m'aider? D'abord, ils nous ont présenté des cas avec qui ils avaient travaillé. Nous, ils avaient travaillé avec des gens dans la firme qui nous a accompagnés, autant avec des couvents qui avaient des données depuis 200 ans que des firmes privées, ce qui fait qu'on les a appelés. Quand on a choisi la solution technologique Odoo, on a fait la même chose. On a demandé des références, on a appelé différentes organisations qui avaient utilisé Odoo puis qui nous disaient qu'est-ce que c'était les pour les contre. Fait que c'est quelques appels, puis c'est pas tout moi qui les a fait, là, c'est vraiment dans l'équipe, on s'est dit, OK, moi j'en appelle un, t'en appelles un, puis on essaie de se faire une tête, puis c'est comme ça qu'on a choisi Odoo. C'est sûr qu'il y a des enjeux. On ne se dira pas que c'est facile. Il y a des enjeux à ça. C'est super chronophage. Même si la direction est impliquée, qu'il y a la moitié de l'équipe au moins qui est impliquée, on s'est formé un comité à l'interne. On a un comité Odoo, nous, qui se réunit régulièrement, qui se réunissait plus souvent quand on était au début de l'implantation. Qui se réunit moins souvent maintenant, mais c'est sûr qu'on est encore en apprentissage. On avait la chance, comme je disais, de se faire accompagner par E3K, qui est un expert au Québec de l'implantation de Odoo, qui était, en passant, qui est un logiciel belge qui fait qu'on peut l'avoir en français, puis qui est open source aussi, c'était dans les critères. Là. Je ne sais pas si c'est des critères qui vous intéressent, mais c'était dans les critères qu'on avait. Ça nous aide aussi, ça nous a aidé d'avoir l'accompagnement pour l'adapter le plus possible à notre réalité. Après ça, la question des données, Marie-Ève, que tu demandes qu'est-ce que c'est la bonne donnée, mais là, ça, c'est des questions, nous, qu'on doit se poser fondamentalement. Les données, c'est pourquoi? C'est pour la reddition de compte, on le sait, là, c'est sûr que c'est ça, mais en même temps, on ne veut pas que ce soit la reddition de compte qui définisse l'impact de l'organisation, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre mission, comment on fait pour voir qu'on réalise notre mission. Il faut se poser toutes ces questions-là. Puis ça, là encore, il faut trouver le bon équilibre entre les données de reddition de compte puis les données d'impact, les données qui sont significatives pour nous, puis avec les partenaires avec qui on travaille. J'ai bien aimé le commentaire de Marie-Ève sur redéfinir le concept de l'urgence. Je pense qu'on fait ça à tous les matins, redéfinir le concept de l'urgence. Fait que de temps en temps aussi, il faut se dire, bon, ben là, peut-être qu'on est trop en train d'essayer que l'équipe apprenne tout en même temps. Ce qui fait que à l'intérieur du comité Odoo, nous, ce n'est pas un champion qu'on a chez nous, c'est une championne qui est d'ailleurs à l'écran. Vous voyez ma collègue Rebecca qui travaille avec nous chez Humanovis, c'est notre championne à l'interne Odoo. On a été chanceux au moment où on implantait, on a recruté quelqu'un, c'était par hasard, là, qu'elle avait déjà utilisé Odoo. Fait qu'en plus d'avoir toutes les compétences qu'on cherchait en communication, elle pouvait nous aider aussi pour l'implantation. Fait qu'une championne à l'interne, c'est sûr que ça a été aussi une façon de surmonter là, les défis qu'on avait. Là, je pense que j'ai écoulé mon temps, il est 10h15. Je vous dirais que là, ça fait presque 2 ans, là, un an et demi qu'on a fait cette implantation-là. Juste avant la COVID, comme je disais, là, on avait fait tout notre virage numérique, on s'était tous équipés de portables, on avait suite Zoom, tout ça, là, juste avant la COVID. Est-ce qu'on commence à avoir des résultats? C'est sûr que oui. On a gain de temps. De plus en plus, on est capable de voir qu'est-ce que c'est, comment on organise nos données, comment on organise nos projets. On a
aussi, je dirais, parce qu'on est en innovation sociale puis qu'on a des processus collaboratifs, mais le fait d'avoir eu aussi un processus collaboratif dans la gestion du projet du virage numérique, mais ça nous a permis aussi de faire des boucles d'apprentissage. Fait que c'est comme si on utilisait nos compétences puis on les développait en même temps dans ce projet-là. Fait que je vous dirais qu'on est passé peut-être d'un virage numérique à un visage numérique qui est collectif chez Humanovis. Puis aujourd'hui, c'est pas parfait, mais la plupart d'entre nous, on utilise Odoo. En fait, c'est sûr qu'on l'utilise quotidiennement, mais on l'utilise de mieux en mieux dans l'organisation, au profit de l'organisation. Merci beaucoup, Marc-Claude. Donc, on a encore une fois une période de questions d'environ 10 minutes. Je vous laisse le temps de réfléchir et de poser vos questions à Marc-Claude. Comme d'habitude, moi aussi, j'en ai plein. J'en ai plein pour toi, Marc-Claude. Vas-y. Je peux commencer, vu qu'il n'y en a pas pour l'instant. Donc, c'est ça, moi j'ai une question. Souvent, ce qu'on voit dans les organisations, ce que j'ai vu d'expérience, c'est qu'il y a une ou deux personnes très, très, très intéressées par la transition numérique, puis le reste de l'équipe, plus ou moins chaud. J'ai comme l'impression que j'ai l'impression qu'une transition numérique, c'est difficile quand c'est pas une majorité de l'équipe qui est enthousiaste à implémenter cette transition-là. Est-ce que c'est moi qui fais fausse route ou il faut qu'une grande partie de l'organisme veuille aller dans une direction comme ça pour que ça fonctionne? Oui, je pense qu'il faut qu'il y ait une grande partie de l'équipe. C'est sûr que ça se prépare. C'est quelque chose dont on a parlé, comme on avait déjà cette intention-là fin 2016, début 2017. C'est quelque chose dont on a parlé avec l'équipe. Puis, c'était basé sur leurs besoins. Qu'est-ce qui t'énerve dans tes projets? Qu'est-ce qui t'énerve en comptabilité? Qu'est-ce qui t'énerve en communication? Qu'est-ce qui t'énerve sur... Bon, mais c'est à ça qu'on veut remédier. Quelles données tu es tout le temps en train de chercher quand tu veux faire ton bilan annuel, quand tu veux réinvestir aussi d'un projet à l'autre, on a des réalisations, on crée des outils, on ramasse des données. Bien, vous le savez, l'approche par projet, quand ton projet est fini, tu passes à d'autres choses, sauf qu'il y a plein de choses qui ont été faites dans ce projet-là que tu veux réutiliser. Ça, les gens, ils sont sensibles. Fait que c'est vraiment de se dire, en les impliquant, la plupart, la majorité, je ne te dirais pas que c'est la totalité, c'est pas vrai. Il y a toujours une ou deux personnes qui sont complètement désintéressées du virage numérique, mais ils vont l'utiliser quand même, ils ne vont juste pas être proactifs dedans. Là. Mais le fait que c'est sur leurs besoins qu'on se base pour choisir la technologie, j'ose espérer que ça a eu un effet positif. Il y a quelqu'un dans le chat qui me demande si la championne à l'interne se dédie à temps plein sur le dossier. Non, Rebecca, elle est conseillère en communication chez nous. Donc, elle n'est pas à temps plein sur le dossier. Il y a eu des bouts, il y a eu des bouts où c'était au moins la majorité du temps. Puis Rebecca, n'hésite pas à me couper la parole puis à me dire que c'était pire que ça. Mais il y a eu des bouts d'implantation. C'est sûr qu'elle a passé vraiment beaucoup de temps là-dessus. Je pense que maintenant, on peut dire que maintenant que c'est l'appropriation est plus grande par l'équipe, je ne sais pas, Rebecca, c'est-tu 20 de ton temps? Enfin. Oui, ben, au début, c'est sûr que c'était peut-être même 40% de mon temps, mais c'est ce que je viens de dire, c'est que la constitution d'un comité avec plusieurs employés a permis vraiment d'avoir une responsabilité partagée et donc plus d'implication de l'équipe aussi. Oui, parce que par exemple, il y a une partie du logiciel qui est le comptable. Nous, c'est le comptable à l'interne qui avait plus le lead sur tous les changements qu'il fallait faire vers le virage. Je vois que Sarah est intervenue aussi. L'implication de l'équipe et de la direction. Et dans le plan stratégique de l'entreprise, c'est vrai que c'était dans notre plan stratégique le virage numérique. Puis dans le plan d'action qui a suivi la fin de ce plan stratégique-là aussi, c'était de consolider ce virage-là qui était un de nos objectifs de cette année, là, de 2021. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Là, je vois qu'il y a des gens qui ont parlé de TechSoup. Nous aussi, effectivement, il y a des logiciels qu'on a via TechSoup. Oui, le changement, c'est vrai que ce n'est pas facile. À vous,
Convaincre. Ah, mon CA, non, moi j'ai le meilleur CA du monde, sérieusement, pour vrai. Avez-vous dû convaincre le CA? Non, ils étaient vraiment d'accord. Pour vrai, non, ça sent. Je suis chanceuse. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est moi la paix! Non, mais là, on est rendu au CRM, vraiment. On est en train d'apprendre à s'approprier le CRM. Puis pour vrai, il y a une des grandes parties, c'est moi qui. Puis je travaille dessus, là. À l'apprendre pour pouvoir qu'on ait le processus est bien fait, c'est juste que là, je suis en train d'apprendre à l'utiliser vraiment de manière plus efficace. Fait que ça, c'est moi qui reste des devoirs à faire. Sinon, Rebecca, qu'est-ce qui reste à faire à l'interne? Quand on a des nouveaux employés, là, on a des nouveaux collègues cette semaine, non, il faut qu'ils l'apprennent. Qu'est-ce que tu dirais qui. Ouais. C'est exactement ça que j'allais dire. Je pense que là, on est rendu au moment où il faut vraiment pérenniser les apprentissages. On s'est vraiment approprié l'outil, mais maintenant, il faut qu'on formalise nos processus pour être sûr que la connaissance ne se perd pas, notamment quand il y a des nouveaux employés. Oui. Puis en même temps, ben, ça, c'est le fun. C'est la première fois qu'on va avoir des nouveaux employés depuis le début de la COVID, là. Fait que ça va être le fun aussi de voir comment eux autres, ils voient ça, s'approprier un outil numérique que nous, on a conçu. Puis est-ce qu'ils vont pouvoir amener une certaine amélioration? Puis je pense qu'on va pouvoir faire des apprentissages aussi avec eux là, dans l'organisation. Avez-vous réalisé une automatisation de certains processus administratifs? Oui, je sais qu'en comptabilité, il y a une certaine automatisation qui est en train de se faire. Peut-être que je demanderai qu'est-ce que vous voulez dire par automatisation, voir s'il y a des factures qui se payent tout seules ou quelque chose comme ça. Ou les payes ne se font pas par Odoo. Ah oui. Non, ouais, c'est ça. Nos payes, c'est toujours Desjardins qui les font. Les feuilles de temps. Nos feuilles de temps sont sur Odoo aussi. Donc, ça, je sais que ça se parle avec les autres bouts du logiciel. Puis, dans le CRM, les contacts, les relations, le CRM, ça se parle aussi. Fait que, mettons que j'ai mis Véronique en lien avec José. Quand je les ai mis dans mes modèles, dans mes contacts, là, je vais dire que j'ai mis, c'est José qui m'a présenté Véronique. Mais ça va, c'est une information qui va aller ailleurs dans le logiciel, là. Je ne sais pas si je réponds à la question d'Alex. Ça fait plaisir. Véronique, je ne sais pas si on prenait d'autres questions, si on était rendu à dire au revoir. Peut-être la dernière chose que j'aurais dite, je ne sais plus là, si c'est Marie-Ève ou José qui disait étape par étape. Ça a été même vrai pour le cloud parce qu'on est en train de passer au cloud aussi. Puis on va sûrement garder un serveur, là, on va voir là, pour des mesures de sécurité, mais on est en train d'amener nos dossiers sur le cloud. Ceci dit, on n'a pas mis tous nos dossiers sur le cloud en même temps. On a mis 3 dossiers principaux, puis on apprend à se l'approprier tranquillement. C'est le cloud de Microsoft, là. Fait que oui, on continue à faire les choses étape par étape. Ouais. Donc, on a une question de Valérie dans le clavardage. La plateforme Odoo faisait déjà tout ce dont vous aviez besoin ou ils ont fait du développement spécialement pour vous? En fait, Odoo, là, ce qu'on installe, c'est ce qui correspond aux besoins qui sont liés à notre processus d'affaires. Odoo, là, les possibilités sont infinies. Puis ça, c'en est un piège, là. C'est tout ce que vous voulez faire. Odoo peut le faire et même mieux. Fait que là, c'est à vous de décider si à chaque semaine, vous voulez ajouter des plugins. Bon, puis là, il faut les payer aussi, là. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui ne sont pas. Mais dans le fond, tous les modules, ça s'appelle des modules. Les modules qu'on a, c'est ceux qui correspondent à nos besoins. Fait que si nous, on en a, par exemple, vous dites, moi, je ne veux pas un CRM, mais en fait, je ne sais pas quoi d'autre. Je veux le logiciel qui permet de photographier mes factures puis que les factures vont se payer toutes seules, bien, ça existe aussi. Sarah, je ne sais pas si tu as levé ta main, mais dans le fond, c'est modulable, là. Non, en fait, je voulais juste soutenir effectivement chez vous, d'où vous avez pris les modules que vous avez besoin, puis après ça, on a fait une petite personnalisation pour les relations, là. Donc, c'était un module communautaire qui est l'avantage du open source. Il y a toutes sortes, plein de modules communautaires. Puis, effectivement, on peut améliorer quotidiennement, si on veut, le logiciel, mais plus on reste
près des processus standards des entreprises et donc la façon que vous avez construit, plus c'est facile d'évaluer aussi avec le logiciel. Puis que Valérie, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais nous, en tout cas, on a eu ce qui correspondait à nos besoins. Ouais. Merci. Mais ça rappelle l'importance d'avoir un plan stratégique avant, hein, pour pas finalement tomber dans le piège du bon, je peux tout faire, maintenant qu'est-ce que je fais? Donc, de bien planifier sa transition, toujours bien important. Il nous reste... il y a Jasmine qui demande, est-ce que Odoo offre des rabais pour les OBNL? Est-ce qu'on offre des rabais? Je me rappelle, en plus, j'avais été, tantôt je vous disais, j'avais été manger avec le président, une toute petite boîte québécoise, mais toute petite. J'avais été manger avec le président, puis j'avais dit, on est un OBNL, là, nous, là, on ne peut pas investir, puis que ça ne marche pas. Puis je peux pas m'avancer pour Sarah, mais je peux vous dire que le prix a été très compétitif, puis que ça a été en bas du budget que le ministère nous avait donné. En fait, non, malheureusement, il n'y a pas de. Je pense qu'il y a des rabais pour les OBNL auprès de Odoo. La licence est payable à Odoo. Mais effectivement, c'est des prix très compétitifs. Donc, le panel tire à sa fin. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci beaucoup à tout le monde, en fait, d'avoir participé en si grand nombre et en fait, avec autant d'enthousiasme à notre premier panel. Je vous rappelle que cette conférence fait partie d'une série de 3 événements organisés par la Fondation Bombardier. Vous pouvez dès maintenant réserver le panel du 4 novembre et du 25 novembre si vous voulez en savoir davantage. Mais nous, c'est sûr qu'on espère vous revoir, hein, revoir les mêmes visages, c'est toujours agréable. Donc, un grand merci à Marie-Ève Blais, José Baudouin, Marie-Claude Lagacé d'avoir partagé avec nous votre expertise et votre passion pour le numérique. Donc, à toutes et à tous, je vous souhaite un très bon début de transition numérique. Très bon parcours de transition numérique et de gestion de données. On ne doit pas trop se décourager, hein, on est toutes dans la même situation. Surtout selon vos graphiques, on serait toutes artisanales ou disciplinées, en tout cas une grande partie. Donc voilà, merci à tout le monde d'avoir été là. On vous souhaite une très belle journée. Merci.